Je n'aurais jamais imaginé qu'une nuit froide et glissante de pluie à la fin du mois d'octobre marquerait la fin définitive de ma patience illimitée. Simplement parce que j'avais refusé de nettoyer des excréments de chien sur un tapis perçant au milieu de la nuit, alors que j'essayais frénétiquement de respecter une date limite cruciale de déploiement logiciel. Ma belle-mère a piétiné et mis en pièces mon coûteux ordinateur portable de travail en hurlant à plein poumon, « Tes petits jeux sur ordinateur ne sont pas aussi importants que cette famille. » Le devoir d'une épouse est de servir le foyer de son mari. Non seulement mon mari a refusé de me défendre, mais il a en plus surenchéri, réitérant son exigence que je continue à lui remettre l'intégralité de mon salaire. Selon sa logique tordue, le revenu d'une épouse appartenait au foyer, et l'homme de la maison était le seul biologiquement et intellectuellement équipé pour le gérer. J'ai donc décidé de partir, ne prenant rien d'autre qu'un seul sac. Exactement une semaine plus tard, leur monde entier a sombré dans un enfer chaotique et inéluctable alors que tout le poids de ma vengeance silencieuse et impitoyable s'est abattu sur eux. Avant de plonger au cœur de cette histoire, je souhaite à tous ceux qui me lisent une santé immense, de la prospérité et le courage de connaître votre propre valeur. Je m'appelle Éloin. Si vous deviez observer ma vie de l'extérieur, depuis les trottoirs impeccables de la banlieue huppée de Chicago où nous habitions, vous m'auriez peut-être considéré comme une femme profondément chanceuse. Je travaille comme ingénieur logiciel senior en télétravail pour une entreprise technologique internationale d'élite qui sert des clients mondiaux de premier plan. Mon revenu se situe largement dans les 6 chiffres, bien au-dessus de la moyenne nationale. J'ai le privilège de travailler depuis le confort de mon domicile. Je n'ai pas à affronter les embouteillages épuisants du matin, à geler dans le train ou à subir la politique de bureau. Et chaque mois, le 1er et le 15, mon virement automatique arrive sur le compte bancaire exactement comme prévu. Mais derrière des portes closes, personne ne connaissait la réalité sombre et suffocante dans laquelle je vivais. Chaque fois qu'une notification de mon application bancaire apparaissait sur l'écran de mon iPhone pour annoncer que mon salaire avait été versé, une pointe de peur glaciale me perçait la poitrine. Je vivais avec mon mari, Thatcher, dans la grande maison de ville historique mais vieillissante de sa mère. Nous y avions emménagé juste après notre mariage il y a 3 ans. À l'époque, Thatcher m'avait vendu l'idée que nous n'y resterions que temporairement, juste le temps d'économiser un apport massif pour la maison de nos rêves à Lincoln Park ou peut-être une belle maison individuelle à Evanston. J'étais profondément amoureuse, aveuglée par l'optimisme, et je l'avais cru. Je ne m'étais même jamais opposé à aider pour les dépenses du foyer parce que je croyais sincèrement que c'était ainsi qu'un mariage et une famille devaient se construire, en équipe. Cependant, la dure réalité s'est avérée totalement différente. À chaque jour de paix, sans exception, Thatcher s'approchait de moi, son smartphone déjà déverrouillé et brillant dans sa paume. Où sont les fonds? Juste ces 4 mots. Pas de félicitations pour un travail bien fait. Pas de demande pour savoir si j'étais épuisé d'avoir enchaîné des nuits blanches à cause d'échéances urgentes. Pour lui, la seule chose qui comptait était ce transfert numérique de richesse. Un soir, j'ai essayé d'aborder doucement le sujet. Thatcher, ai-je commencé doucement, ne penses-tu pas qu'il serait préférable, ou du moins plus pratique, que je garde une partie de mes gains sur mon propre compte chèque personnel juste pour les urgences ou les dépenses quotidiennes? Avant même que Thatcher ne puisse ouvrir la bouche pour répondre, la voix stridente et autoritaire de ma belle-mère, Lorelei, a résonné depuis le salon. Pourquoi au grand jamais une femme aurait-elle besoin de garder de grandes sommes d'argent? Je me suis retourné. Lorelei est entrée à grands pas dans la cuisine, les bras croisés sur son gilet en cachemire, les yeux plissés par le jugement. Quand on se marie, l'argent de la femme devient le budget familial, et le chef de famille est le mari. C'est ainsi que fonctionnent les familles traditionnelles et respectables. Thatcher a immédiatement hoché la tête en signe d'accord agressif. Exactement. C'est moi le chef de ce foyer, et loin. Laisse-moi gérer le portefeuille. Tu ne connais rien à la gestion d'un prêt hypothécaire, des taxes foncières ou des investissements. Je suis juste restée silencieuse. Non pas parce que j'étais d'accord avec leur vision du monde archaïque et misogyniste, mais parce que chaque fois que j'essayais d'argumenter, cette maison de ville se transformait en une véritable zone de guerre. J'avais essayé une fois lors de notre première année de mariage. J'avais refusé de transférer l'intégralité de mon salaire. Pendant 2 jours entiers, Thatcher m'avait infligé le silence radio. Il ne me regardait même pas. Pendant ce temps, sa mère me réprimandait sans relâche du matin au soir. Ces femmes modernes s'étaient moquées haut et fort Lorelei au téléphone avec l'une de ses amies pendant que je préparais du café, en s'assurant que je puisse entendre chaque mot.
Elles travaillent un tout petit peu sur leur ordinateur portable et soudain elles se prennent pour les personnes les plus importantes du monde. Si tu es tellement avide et égoïste au point de refuser quelques dollars à ton propre mari, pourquoi avoir pris la peine de te marier? Même mon jeune beau-frère, Callahan, un éternel étudiant membre de fraternité qui traînait en longueur sa 6e année de licence, avait ricané et fait des remarques cyniques sur le fait que j'étais une « boss babe » qui ruinait l'ambiance familiale. Après 7 semaines de pure torture psychologique, j'ai abandonné. Toutes les 2 semaines, j'ouvrais mon application bancaire mobile, je tapais le montant exact de mon salaire après impôt et je transférais près de 95% sur le compte principal de Thatcher. Sur un salaire mensuel net d'environ 14 000 $, j'étais autorisé à garder une misérable somme de 500 $. 500 $, c'est largement suffisant pour toi, n'est-ce pas, disait Thatcher en balayant l'air d'un geste dédaigneux. C'est plus qu'il n'en faut pour tes lattes, ton maquillage et toutes les petites collations que tu veux. Je hochais la tête en ravalant ma salive, même si cet argent disparaissait généralement avant la fin de la 2e semaine, entièrement absorbé par l'essence, les produits de toilette de base et le café désespéré occasionnel pour me maintenir éveillé pendant mes sessions de codage intensives. Si j'avais besoin d'acheter quelque chose pour mon travail, comme une souris ergonomique pour soulager mon poignet douloureux ou un nouveau casque de haute qualité pour remplacer un casque cassé, je devais demander la permission de manière formelle, comme un enfant réclamant de l'argent de poche. Thatcher, mon casque a un faux contact dans le câble. Le micro n'arrête pas de couper. Es-tu absolument obligé de l'acheter tout de suite? Oui. J'ai des visioconférences cruciales avec notre équipe d'ingénierie européenne. Je ne peux pas me permettre d'avoir des coupures audio. Thatcher soupirait lourdement en levant les yeux au ciel comme si je lui demandais d'acheter un yacht de luxe. Bon, d'accord, je vais y réfléchir et regarder le budget. Et l'ironie amère et agonisante de tout cela était que l'argent qu'il thésaurisait et gardait de manière si possessive était gagné grâce à mon propre travail acharné et épuisant. Pourtant, tout le monde dans notre cercle social croyait fermement que Thatcher était le pourvoyeur quintessentiel, le héros masculin portant tout le poids de sa famille sur ses larges épaules. Chaque fois que des voisins ou des parents éloignés venaient pour des dîners, Lorelei annonçait fièrement « Nous sommes tellement bénis d'avoir Thatcher. Il assume toutes les charges financières de cette immense maison. Mon fils est un vrai pourvoyeur. » Je me contentais d'offrir un sourire crispé et vide, fixant mon assiette. Pas une seule fois Lorelei n'a mentionné mon nom en lien avec leur style de vie somptueux. Elle omettait commodément le fait que les paiements mensuels exorbitants pour le SUV de luxe en leasing de Thatcher étaient prélevés directement sur les fonds que je générais. Les factures d'électricité outrageuses pour maintenir une maison historique de 3 étages à 20 degrés Celsius tout l'été étaient payées avec mon argent. L'Internet fibre optique gigabit requis pour mon codage, que Callahan utilisait pour diffuser des jeux vidéo 14 heures par jour, était payé avec mon argent. Les frais de scolarité hors état de Callahan dans une université privée d'arts libéraux étaient payés avec mon argent. Même la boutique de fromage et de vins artisanaux de Lorelei en centre-ville, une entreprise de vanité qui fonctionnait de manière chronique à perte parce qu'elle la traitait comme un cercle privé pour ses amis plutôt que comme un commerce, était maintenue à flot par des injections constantes de mon capital. Mais parce que tous les chèques et virements provenaient du compte principal de Thatcher vers le reste du monde, je n'étais qu'une épouse docile et paresseuse qui s'asseyait occasionnellement devant un MacBook en prétendant être occupée pendant que Thatcher était le sauveur héroïque. Parfois, l'envie de me défendre, de crier la vérité depuis le toit était si accablante qu'elle me rendait physiquement malade. Je voulais sortir les relevés bancaires et les flanquer au visage de tout le monde. Mais chaque fois que je regardais le visage de mon mari, j'abandonnais l'idée. Au plus profond de mon âme meurtrie, je conservais encore cet espoir pitoyable et persistant que peut-être, juste peut-être, il changerait. Je pensais qu'un jour il aurait un déclic et apprécierait enfin les sacrifices monumentaux que je faisais pour lui et sa famille. Malheureusement, ce fragile espoir n'a fait que m'ancrer dans un état d'abus durable pendant bien trop longtemps. Mes journées n'étaient jamais vraiment paisibles. Le matin, je devais être ultra concentré, écrire du code complexe, déboguer d'anciens systèmes et animer des visioconférences à enjeux élevés avec des clients internationaux dans des fuseaux horaires complètement différents. Mais l'après-midi, dès l'instant où je sortais de mon bureau à domicile pour prendre un verre d'eau, Lorelei m'embusquait. Elle me forçait à balayer les parquets, nettoyer les comptoirs de la cuisine, faire briller l'argenterie et préparer des dîners élaborés. Dans son esprit, parce que je travaillais à domicile, je ne faisais que rester assise à regarder un écran. Si je protestais en disant que j'étais au milieu d'un sprint vital, sa réponse était toujours un geste dédaigneux de la main. Tu pourras jouer avec ton ordinateur plus tard. D'abord,
tu t'occupes de cette maison. La famille et le foyer sont plus importants que tout ce sur quoi tu cliques. Ce qui me dévastait le plus, c'était que Thatcher ne prenait jamais, absolument jamais, mon parti. Chaque fois que je me plaignais à lui dans l'intimité de notre chambre du fait que ma carrière souffrait parce qu'on me retirait constamment du travail pour jouer les servantes, sa réponse était prévisiblement insensible. Maman demande juste un peu d'aide, Hélène. Ne sois pas si dramatique. Sauf que cette petite aide se transformait fréquemment en heures de travail domestique éreintant. Pour compenser, j'ai commencé à régler mon réveil à 3 heures du matin, travaillant au milieu de la nuit pour rattraper les heures perdues à m'occuper du foyer. Je fonctionnais sur les réserves, devenant un fantôme hantant ma propre vie, jusqu'à ce qu'enfin un projet n'atterrisse sur mon bureau, capable de changer toute la trajectoire de ma carrière. Ma chef de département, une femme brillante et exigeante basée à New York, m'a confié la direction du développement back-end pour notre plus grand client d'entreprise de l'année. Il s'agissait d'une refonte massive d'une plateforme logistique mondiale. Si ce projet était terminé à temps et déployé sans bug, je ne recevrais pas seulement une prime de performance astronomique, mais on me garantissait une promotion au poste de chef d'équipe principal senior. Je savais que des opportunités comme celle-ci ne se présentaient pas 2 fois. Pendant une semaine entière, j'ai travaillé sans relâche, presque sans dormir. Je survivais avec 3 ou 4 heures d'un sommeil agité par nuit, enchaînant les tasses d'expresso et fixant des lignes de code jusqu'à ce que ma vue se brouille. Je voulais me prouver à moi-même et à mon entreprise que tout mon épuisement n'était pas en vain. Je voulais assurer mon indépendance financière, même si je n'avais pas encore formulé de stratégie de sortie. J'ignorais complètement que la dernière nuit avant la date limite de déploiement du projet serait la nuit qui modifierait violemment et pour toujours le cours de mon existence. Depuis 7 jours, mon univers s'était réduit aux bordures lumineuses de l'écran de mon ordinateur portable. Le projet en était à sa phase finale absolue. Le plus gros du travail était fait. Je devais juste exécuter quelques tests d'intégration finaux, corriger un couple de bugs visuels mineurs sur le front-end et envoyer le répertoire de code final vers les serveurs du client en Europe. Plus tôt dans l'après-midi, ma patronne m'avait envoyé un court message d'encouragement sur Slack, et loin, si ce déploiement se passe bien ce soir et que nous respectons la date limite, organisons un entretien individuel lundi pour finaliser votre promotion et votre package d'action. Travail remarquable jusqu'à présent. J'ai relu ce message au moins une douzaine de fois. Ce n'était pas seulement pour l'argent ou le nouveau titre ronflant. C'était parce que pour la toute première fois depuis ce qui me semblait être une éternité, quelqu'un valorisait réellement mon travail acharné. Quelqu'un voyait mes efforts et les reconnaissait. Ce soir-là, cependant, la maison de ville était odieusement plus bruyante que d'habitude. Callahan venait de rentrer d'une fête d'avant-match avec 3 de ses camarades de fraternité. Ils étaient complètement ivres, riant fort, criant devant un match de football américain sur l'immense télévision du salon et chahutant avec l'énorme Golden Doodle hyperactif de Callahan, Duke. La télévision faisait pratiquement trembler les murs, se mêlant à des explosions de rires alcoolisés. Cela a complètement brisé ma concentration. J'ai mis mon casque à réduction de bruit, poussé le volume d'une musique instrumentale de concentration et je me suis courbé sur mon clavier. L'horloge de mon écran affichait 23h15. J'ai laissé échapper un grand soupir de soulagement tremblant. J'étais si proche. Plus qu'une dernière passe de l'outil de diagnostic. Si tout se passait comme prévu, le projet serait compilé et envoyé avant minuit. Alors que mes doigts volaient sur les touches mécaniques à un rythme frénétique, des coups violents ont fait vibrer la porte de ma chambre. Je les ai ignorés une seconde, mais la porte s'est ouverte en grand. Laura-Leigh se tenait là, le visage rouge de colère. Et loin. J'ai retiré un écouteur. Oui, Laura-Leigh ? Je suis en plein milieu d'eux. Sors d'ici tout de suite, a-t-elle aboyé, sans attendre que je finisse ma phrase. Pensant que quelqu'un était blessé, j'ai immédiatement reculé ma chaise, le cœur battant la chamade, et je me suis précipité hors de la pièce. Dès que j'ai mis le pied dans le grand hall, une odeur méphitique et insoutenable m'a agressé les narines. Je suis entré dans le salon. Là, juste au centre du précieux tapis persan authentique de Laura-Leigh, le chien non dressé de Callahan avait laissé un énorme tas d'excréments nauséabonds. Callahan et ses amis se tenaient autour de l'îlot de la cuisine, une bière à la hande, l'air vaguement amusé. Callahan a haussé les épaules avec une grimace peu convaincue. Désolé, elle. Duke avait mal au ventre. Il n'a pas eu le temps d'atteindre le jardin. Je l'ai fixé pendant plusieurs secondes dans un état d'incompréhension totale.
Il avait 24 ans. Au fond de moi, j'attendais stupidement qu'il attrape du papier essuie-tout et une bouteille de nettoyant pour tapis pour s'occuper du caca de son propre chien. Mais ces attentes ont été instantanément anéanties. Loreley a pointé un doigt parfaitement manucuré vers le tapis souillé. Arrête de rester là à regarder comme une imbécile. Nettoie ça immédiatement. J'ai tourné brusquement la tête vers elle. Puis j'ai regardé au bout du couloir vers mon bureau où l'écran de mon ordinateur portable éclairait encore la pièce sombre. Loreley, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir juste 15 minutes de plus? Littéralement 15 minutes. Je dois juste lancer le téléversement final pour le client. Après ça, je reviendrai et je frotterai tout le tapis. Elle a secoué la tête violemment, ses yeux étincelants d'une rage terrifiante et irrationnelle. Non. Si tu le laisses poser, la tache va s'incruster dans les fibres de soie et la puanteur va imprégner toute la maison. Fais-le maintenant. J'ai essayé de garder une voix stable, luttant contre la vague de panique montante. Tu ne comprends pas. C'est un déploiement logiciel de plusieurs millions de dollars. Cela ne me prendra vraiment que quelques minutes. Si je manque cette fenêtre de téléversement, les serveurs seront verrouillés pour maintenance et tout mon projet échouera. Je pourrais perdre ma promotion. Je pourrais perdre mon emploi. Avant même que je ne puisse finir d'articuler ces conséquences catastrophiques, le visage de Loreley s'est déformé en un ricanement laid et méprisant. Le travail. Le travail. Toujours ton stupide travail. Chaque fois que cette famille te demande un simple service, tu as toujours 1 million d'excuses. Tu te crois tellement supérieur parce que tu tapotes sur un clavier. Ma poitrine s'est serrée de façon incroyable, comme si un bandeau de fer me compressait les poumons. Ce n'est pas une excuse. Je demande juste un tout petit peu de temps. Callahan pourrait le nettoyer. C'est son chien. Mais ma défiance n'a fait que verser de l'huile sur le feu de sa fureur. Elle n'a pas dit un mot de plus. Au lieu de cela, elle a pivoté et a dévalé le couloir, marchant directement vers mon bureau à domicile. Une décharge de terreur primitive a traversé mes veines. Non, arrête, ai-je hurlé d'instinct en courant derrière elle. Lorsque j'ai atteint le seuil de la porte, elle avait déjà saisi mon très cher MacBook Pro de fonction sur le bureau. Elle le tenait en l'air par l'écran. S'il te plaît, ai-je supplié, la voix brisée, en levant les mains en signe de reddition. S'il te plaît, ne touche pas à ça. Le code n'a pas encore été envoyé sur le nuage. Il est hébergé localement. S'il te plaît. Elle m'a fixé, ses yeux dénués de toute empathie humaine. Alors, cette petite machine est plus importante que ta famille. C'est ça? J'ai secoué la tête frénétiquement en faisant un pas en avant. Non, non, ce n'est pas ça. Mets-le juste délicatement sur le bureau, s'il te plaît. La phrase est morte dans ma gorge. D'un mouvement vif et vicieux, Loreley a projeté l'ordinateur portable sur le parquet. Le bruit du châssis en aluminium percutant les lattes de chêne a résonné comme un coup de feu. Mon cœur s'est arrêté. Je me suis immédiatement jeté à genoux, tendant désespérément les mains pour le sauver. Mais avant que mes doigts tremblants ne puissent frôler le métal, Loreley a levé sa lourde botte d'hiver à semelle rigide et a pilonné directement l'écran Retina. Crac. Un craquement assourdissant et écœurant a résonné dans la pièce. Elle a pilonné une deuxième puis une troisième fois. L'écran, qui brillait encore quelques instants plus tôt de lignes de code élégantes et magnifiques, l'aboutissement de mon sang, de ma sueur et de mes larmes, est devenu instantanément et définitivement noir. Le châssis du clavier était complètement tordu. Des touches avaient sauté, s'éparpillant sur le sol comme des dents mortes. Des éclats de verre et des morceaux de plastique dentelés s'enfonçaient dans le bois. J'étais complètement paralysé. Un choc total et absolu manquerait au sol. Des larmes ont jailli violemment de mes yeux, brûlantes et aveuglantes, et je ne pouvais pas les arrêter, peu importe mes efforts. C'était mon ordinateur de travail, ai-je murmuré, la voix tremblant si fort que je pouvais à peine former les mots. Ce n'était pas un jouet. C'est la propriété de l'entreprise. Vous venez de détruire tout mon projet. Il n'y avait pas une seule once de culpabilité sur le visage de Loreley, pas un frémissement de regret. Au lieu de cela, elle s'est penchée, pointant son doigt à quelques centimètres de mon visage trempé de larmes. Ton travail n'est pas aussi important que cette famille. Quand tes aînés te disent de faire quelque chose, tu fermes ta gueule et tu le fais.
Le vacarme avait été suffisamment fort pour faire sortir Thatcher de notre chambre principale. Il a erré dans le couloir dans son pyjama en soie coûteux, en se frottant les yeux. Je l'ai regardé depuis mes genoux. Je l'ai regardé avec chaque once d'espoir désespéré qu'il me restait dans l'âme. Même après des années de négligence, j'espérais stupidement que la destruction délibérée et malveillante de mon gagne-pain serait la ligne que sa mère ne pourrait pas franchir. J'attendais que mon mari me défende. Thatcher a regardé les restes brisés du MacBook. Puis il a regardé sa mère. Puis il m'a regardé, pleurant sur le sol. Après quelques secondes de silence agonisante, il a laissé échapper un grand soupir exaspéré. Mon Dieu, et loin, tu es vraiment pas possible. J'ai perdu la capacité de parler. Je l'ai juste fixé, la bouche entr'ouverte. Pourquoi dois-tu toujours provoquer ma mère, a-t-il poursuivi, son ton suintant d'agacement, comme si j'avais simplement renversé un verre d'eau. J'ai cherché mon souffle, luttant pour respirer à travers l'hyperventilation. Thatcher, elle a détruit mon ordinateur. Mon projet est perdu. J'ai raté la date limite. Mon mari a simplement haussé les épaules, complètement indifférent. Et alors? Il est cassé. C'est pas la mer à boire. Tu n'as qu'à en acheter un nouveau demain. Vous n'avez pas iCloud ou un truc du genre? Je l'ai regardé dans un état de sidération totale. L'ampleur de son ignorance et de son apathie était à couper le souffle. Ce n'est pas seulement le matériel, Thatcher. Mon dépôt local était dessus. Les clés de sécurité. Mon projet pourrait être complètement compromis. Thatcher a juste ricané en levant à nouveau les yeux au ciel. Tu fais comme si quelqu'un était mort. Les programmeurs peuvent trouver du travail n'importe où. Qui s'en soucie d'un stupide ordinateur? Une épouse est censée faire passer la famille de son mari en premier. Si maman t'a dit de nettoyer le tapis, tu aurais dû nettoyer ce foutu tapis au lieu de faire une crise de colère. Ces mots incroyablement insensibles et dédaigneux, ne m'ont pas seulement brisé le cœur. Ils l'ont pulvérisé. Ils ont piétiné le moindre reste de dignité et d'affection que j'avais pour cet homme pour le réduire en poussière. J'ai regardé son visage. Il n'y avait pas l'ombre d'une inquiétude pour mon bien-être. Aucun regret pour la dévastation financière ou professionnelle à laquelle j'étais confronté. Aucune colère face au comportement psychotique de sa mère. Il ne se souciait que d'une chose, j'avais osé désobéir aux règles autoritaires de son foyer. J'ai réépinglé mon regard sur les restes déformés de mon ordinateur. Tout le travail supplémentaire non payé. Toutes les nuits épuisantes à lutter contre le sommeil. Tous les espoirs désespérés de promotion pour ressentir un sentiment d'indépendance. Tout me semblait aussi brisé et irréparable que les éclats de verre plantés dans le parquet. Lentement, méthodiquement, je me suis relevé du sol. Je ne pleurais plus. Je ne sais pas exactement ce qui s'est produit dans mon cerveau, mais un interrupteur a basculé. Les larmes se sont taries instantanément. Dès l'instant où j'ai vu le visage de mon mari si suffisant, si dénué de culpabilité, quelque chose en moi est mort, et autre chose est née à sa place, une clarté froide et absolue. Ce soir-là, je suis passé devant lui sans dire un seul mot. Je n'ai pas regardé Laura Leigh. Je n'ai pas regardé Callahan, qui se tenait toujours dans le couloir. Je suis entré directement dans la chambre principale. J'ai sorti mon sac de voyage en cuir vintage du fond du dressing, je l'ai ouvert et j'ai commencé à plier méthodiquement mes vêtements, jeans, pulls, sous-vêtements. J'ai emporté mon passeport, ma carte de sécurité sociale et ma petite réserve d'argent liquide d'urgence. Derrière la porte de la chambre, je les entendais parler. Ils bavardaient et riaient, ouvrant une autre bouteille de vin comme si absolument rien d'important ne venait de se produire. Personne n'est venu frapper à la porte. Personne n'est venu s'excuser ou vérifier si j'allais bien. Ils étaient fondamentalement convaincus que j'avalerais cette humiliation, que je nettoierais les excréments du chien et que je redeviendrais leur petit distributeur automatique docile, comme je l'avais toujours fait. Mais cette nuit-là, pour la toute première fois depuis que j'avais passé une alliance à mon doigt, mon cœur a fait le serment irrévocable de me couper de cette famille toxique et parasite. Je suis sorti par la porte d'entrée alors qu'il faisait encore nuit noire dehors. Le vent glacial de Chicago a fouetté mon visage, mais je n'ai pas frissonné. Dans ma main droite, je serrais la poignée de mon sac de voyage. Mon grand sac en cuir, qui pesait habituellement une tonne avec mon ordinateur et mes chargeurs, me semblait étrangement léger. Curieusement, mes pas semblaient plus légers eux aussi.
Personne ne m'a poursuivi. Personne n'a crié mon nom dans l'air froid de la nuit. La lourde porte d'entrée en chaîne s'est refermée dès que j'ai descendu les marches du perron. Je me suis tenu sur le trottoir sous la lueur ambrée d'un réverbère et j'ai levé les yeux vers le ciel nuageux et sans étoiles. En 3 ans de mariage, je ne m'étais jamais senti aussi profondément et dévastatriquement seul. Mais simultanément, pour la première fois depuis 3 ans, je me sentais dangereusement libre. J'ai sorti mon téléphone et commandé un Uber Black vers Wicker Park, jusqu'au loft de ma meilleure amie Serafina. Elle était la seule personne qui me soit venue à l'esprit alors que j'étais assise à l'arrière du show SUV à regarder la ville endormie défiler. Mon téléphone a commencé à vibrer violemment. J'ai fixé l'écran. J'ai pensé pendant une seconde fugace et idiote que Thatcher m'appelait en panique, réalisant qu'il m'avait poussé trop loin, m'appelant pour supplier mon pardon. Ce n'était pas le cas. Le premier SMS était bref, « Combien de temps vas-tu bouder cette fois ?» J'ai juste fixé les pixels lumineux, mon visage complètement dénué d'expression. Je n'ai pas tapé de réponse. Quelques minutes plus tard, un autre SMS a retenti, « Quand tu auras fini de faire l'enfant, reviens nettoyer ce bazar. Arrête de faire honte à la famille. » J'ai laissé échapper un rire sec et amer qui a surpris le chauffeur Uber. Même après tout cela, même après m'avoir chassé de ma propre maison au milieu de la nuit, sa seule préoccupation était son propre confort et sa précieuse image publique. Dès mon arrivée au loft industriel aménagé de Serafina, elle a ouvert la porte en grand et m'a serré dans une étreinte vigoureuse et réconfortante. « Mon Dieu, Éloin, tu as l'air d'un fantôme. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je ne pouvais pas parler. Le barrage que j'avais construit dans mon esprit s'est enfin brisé, et les sanglots que j'avais réprimés depuis que j'avais franchi la porte ont jailli de ma gorge. Serafina ne m'a pas assailli de questions. Elle ne m'a pas jugé. Elle m'a simplement guidé vers son canapé en velours, m'a enveloppé dans une couverture épaisse, a préparé une théière de camomille et s'est assise en silence à mes côtés pendant que je pleurais jusqu'à ce que ma poitrine me fasse physiquement mal. Une fois que j'ai enfin retrouvé ma voix et raconté toute cette terrible épreuve, les abus, le contrôle financier, le chien, la destruction de l'ordinateur portable, la trahison absolue de Thatcher, son visage s'est déformé en un masque de fureur pure et sans mélange. « Pourquoi ne l'as-tu pas quitté il y a des années ?» Elle, a-t-elle demandé doucement, la voix lourde de tristesse et de colère. J'ai essuyé une larme vagabonde de mes yeux gonflés du revers de la hande. Je suppose. Je suppose parce que j'étais assez stupide pour espérer qu'il changerait. Je pensais que si je travaillais plus dur, si je leur donnais assez, ils finiraient par m'aimer. Serafina m'a serré fort les mains, ses ongles manucurés s'enfonçant dans ma peau. Écoute-moi très attentivement. À partir de maintenant, aujourd'hui même, tu arrêtes d'espérer des miracles de la part de gens qui te traitent comme de la merde. Tu en as fini avec eux. Ces mots ont résonné dans mon esprit en une boucle sans fin. Le lendemain matin, fonctionnant avec 0 heure de sommeil et de la pure adrénaline, j'ai rassemblé chaque once de courage que je possédais et j'ai composé le numéro de mon CTO à New York. Ma main tremblait si fort que j'ai failli faire tomber le téléphone. Lorsqu'il a répondu, j'ai expliqué d'une voix tremblante et humiliée que mon ordinateur de travail avait été détruit lors d'un accident domestique et que le déploiement que j'avais dirigé était perdu. J'avais manqué la fenêtre critique. J'ai fermé les yeux très fort, me préparant à l'inévitable crise de colère, au licenciement immédiat, à la menace de poursuites judiciaires pour destruction de matériel de l'entreprise. Mais à ma grande surprise, mon patron est resté silencieux pendant un long et lourd moment. Lorsqu'il a enfin parlé, sa voix était incroyablement calme et douce. « Éloin, es-tu en sécurité physiquement ?» J'ai hoché la tête d'instinct, même s'il ne pouvait pas me voir à travers le téléphone. Je vais bien. »« Non, tu ne vas pas bien, » a-t-il répondu fermement. Une personne dont la vie va bien ne donne pas l'impression d'être à une respiration d'une crise de panique à 8 heures du matin. Je me suis tu, me mordant la lèvre pour ne pas recommencer à pleurer. Pour la première fois depuis hier après-midi, un être humain se souciait plus de mon bien-être physique et mental que de ce que je pouvais produire pour lui. Après avoir écouté une version épurée de mes explications, il n'a pas hésité une seconde. Arrête de penser au projet pour l'instant. Nous avons des systèmes de secours. Nous sommes revenus à la version stable précédente et le client va bien. Nous réglerons le déploiement plus tard. Notre priorité absolue, c'est toi. J'envoie dès ce soir un MacBook Pro 9 haut de gamme à n'importe quelle adresse que tu me donneras. Il sera là demain avant 10 heures.
Je n'arrivais pas à intégrer l'immense bienveillance qu'il m'offrait. Mais la date limite, le projet. Tu t'es tué au travail pour cette entreprise pendant 3 ans, et loin, a-t-il dit chaleureusement. Tu es notre meilleur ingénieur back-end. Une date limite manquée à cause d'une crise personnelle n'efface pas des années de performance stellaire. Prends le reste de la semaine. Congé payé. Ne te connecte pas, respire, tout simplement. L'appel s'est terminé dans une nouvelle vague de larmes pour moi. Mais ce n'étaient pas des larmes de désespoir. C'étaient des larmes de soulagement profond. Pour la première fois, j'étais traité comme un être humain précieux, pas comme une machine. Pendant ce temps, dans la grande maison de ville de banlieue, l'atmosphère offrait un contraste saisissant. Ce matin-là, Lorelei était dans la cuisine en train de préparer tranquillement son café artisanal coûteux comme s'il s'agissait d'un mardi comme les autres. Elle a lancé à Thatcher, qui faisait défiler son téléphone au niveau de l'îlot, elle sera de retour avant le dîner. Elle fait juste sa caprice. Thatcher a souri d'un air suffisant en buvant une gorgée de son café noir. Où veux-tu qu'elle aille? Elle n'a pas de famille dans cet état. Elle ne tiendra pas 2 jours dans un hôtel. Elle n'a pas le courage de partir pour de bon. Callahan est arrivé en se grattant la tête. Ouais, une fois que ses cartes de crédit auront sauté ou un truc du genre, elle reviendra en courant et en pleurant. T'en fais pas, frérot. Ils étaient absolument et arrogamment convaincus que j'étais entièrement dépendante d'eux. Que je n'avais pas d'autre option que de revenir en me traînant et en suppliant leur pardon. Les jours ont passé. La maison de ville est restée calme. Aucun appel de ma part, aucun SMS, aucune excuse. Dans la soirée du 2e jour, Thatcher a finalement tenté de m'appeler 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai laissé chaque appel redirigé directement vers la messagerie vocale. Puis les SMS ont commencé à affluer. Arrête tes gamineries. Décroche. Je n'ai pas répondu. Des heures plus tard, rentre demain pour qu'on puisse en parler comme des adultes. Je l'ai laissé en vue. Mon silence absolu a commencé à ronger les nerfs de Thatcher, bien qu'il continue à se rassurer haut et fort ainsi que sa mère. Elle essaie juste de marquer un point. Elle va revenir. Il a répété cette phrase encore et encore, comme si la simple répétition pouvait plier la réalité à sa volonté. Et puis le jour du jugement est arrivé, le jour que Thatcher attendait avec impatience au début de chaque mois, le jour de paix. Dès son réveil, Thatcher a rafraîchi son application bancaire à plusieurs reprises, attendant la hausse massive et habituelle de liquidité pour faire gonfler le solde de son compte. 12 heures. Toujours à son solde précédent. 15 heures. Son front s'est plissé d'une anxiété réelle. C'est bizarre, a-t-il murmuré dans son bureau. D'habitude, le virement arrive à midi au plus tard. Lorelei, remarquant Thatcher faire les 100 pas nerveusement sur le tapis persan du salon, a demandé « Son argent est-il arrivé ?» Thatcher a secoué la tête, un nœud se formant dans son estomac. Non, ce doit être un délai de traitement à la banque. Parfois la chambre de compensation est lente. Le soir est venu, puis la nuit. Le solde est resté exactement le même. C'est alors seulement que les appels téléphoniques de Thatcher se sont transformés en un barrage frénétique. Il m'a appelé 10 fois d'affilée. J'ai mis le téléphone en sourdine et je l'ai regardé s'éclairer dans le noir de la chambre d'amis de Serafina. Finalement, un SMS est arrivé, suintant d'une panique à peine contenue, où est le virement? Le prélèvement du prêt hypothécaire est demain. J'ai lu le message, un sourire froid et creux s'étirant sur mon visage. Pas une question sur comment je m'en sortais. Pas d'excuse pour la destruction de mes affaires par sa mère. Pas de demande pour savoir si j'avais un endroit sûr pour dormir ou si j'avais mangé ce jour-là. La toute première et unique chose dont il se souciait était son accès à mon capital. J'ai bloqué son numéro de téléphone sans taper une seule lettre en réponse. Dans cette grande maison, pour la première fois de sa vie privilégiée et protégée, Thatcher a commencé à ressentir une émotion qu'il était totalement incapable de gérer, la perte totale et terrifiante du contrôle sur la femme qu'il pensait posséder. Près de 2 semaines s'étaient écoulées depuis que j'avais quitté ce cauchemar. Mes journées s'étaient transformées. Je m'adaptais à un rythme de travail beaucoup plus sain et paisible. Serafina était mon roc, me poussant à bien manger, faire des promenades et me concentrer entièrement sur la reconstruction de mon estime de soi brisée. J'essayais sincèrement d'effacer la famille de Thatcher de mon esprit pour aller de l'avant. Jusqu'à ce qu'un soir, mon téléphone sonne.
L'identifiant de l'appelant affichait un numéro inconnu de la région de Chicago. Lorsque j'ai glissé le doigt pour répondre, une voix que je ne connaissais que trop bien, une voix qui suintait habituellement d'arrogance et de condescendance, est sortie du haut-parleur. Et loin. C'était Laura Leigh. Mais sa voix n'avait plus son autorité retentissante habituelle. Elle semblait petite, fragile et remarquablement calme. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai juste laissé le silence s'étirer, la forçant à s'asseoir dans son inconfort. « Que veux-tu, Laura Leigh ?» ai-je fini par demander. Mon ton était plat et inflexible comme du béton. Je l'ai entendu se racler la gorge de manière embarrassée. « Quand rentres-tu à la maison ?» J'ai pris une inspiration lente et profonde. « As-tu besoin de quelque chose ?» Il y a eu plusieurs secondes agonisantes de blanc. Puis, d'une voix à peine plus haute qu'un murmure, elle a avoué, « Ils vont couper l'électricité demain. Nous avons 2 mois de retard sur la facture d'électricité. » Autrefois, dès que les factures s'accumulaient ou que quelque chose menaçait leur confort, j'ouvrais mon application bancaire sans un mot de protestation et je réglais le solde. Mais cette fois, je suis restée absolument silencieuse. La désespérance s'infiltrant dans son ton, elle a poursuivi, « Les fournisseurs de ma boutique de fromage exigent d'être payés. J'ai dû emprunter de l'argent aux voisins hier juste pour garder les lumières allumées. » J'ai laissé le silence planer comme la hache du bourreau. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, Laura Leigh était violemment confrontée avec la réalité que ses problèmes ne pouvaient plus être résolus en me aboyant simplement des ordres. Lorsqu'il est devenu clair que je ne donnerais pas un centime, elle a raccroché par dépit. Plus tard dans la nuit, Thatcher m'a appelé depuis un nouveau numéro. Dès que j'ai répondu, au lieu de ramper ou de s'excuser, il est immédiatement passé à l'offensive, sa voix teinte de venin et d'un sentiment de supériorité. « Tu fais ça exprès pour nous punir ? Pourquoi bordel as-tu arrêté le virement automatique ?» J'ai réellement souri. C'était un sourire sincère et détendu. Parce que c'est mon salaire, Thatcher. J'ai changé mon virement automatique vers un compte à mon seul nom. Et alors, a-t-il explosé. Cet argent est pour la famille. Nous avons des dépenses. Nous avons des obligations. Son audace pure m'a fait rire. Ce n'était pas un rire joyeux. C'était un rire sombre et incrédule. Des obligations ? Tu veux parler du leasing de ton SUV Porsche ? Des frais de scolarité de ton frère dans un autre état ? De la boutique artisanale déficitaire de ta mère ? Avant qu'il ne puisse hurler une autre justification, j'ai baissé la voix jusqu'à un murmure. Thatcher, pendant les 3 années où je me suis épuisé au travail pour payer toute ta vie, m'as-tu une seule fois regardé dans les yeux pour me dire merci ? Un silence lourd et suffocant est tombé sur la ligne. Après plusieurs longues secondes, il a esquivé, sa voix montant d'un ton défensif, « Pourquoi bordel devrais-je te dire merci ? Subvenir aux besoins du foyer est ce qu'une épouse est censée faire. » Ces mots pitoyables ont éradiqué le moindre doute microscopique qu'il me restait. Sans prononcer une syllabe de plus, j'ai raccroché et j'ai bloqué ce numéro aussi. Dans les jours qui ont suivi, la situation à l'intérieur de la maison de ville a dégénéré en un véritable chaos. La grande illusion de la richesse de Thatcher s'est rapidement évaporée. Son propre salaire de cadre moyen en logistique était très loin des chiffres exorbitants dont il aimait se vanter lors des dîners. L'intégralité de sa paie a été immédiatement engloutie par les paiements minimums massifs de la dette de carte de crédit écrasante qu'il avait secrètement accumulée. Lorsque mon injection mensuelle de $12 000 a disparu, tout leur château de cartes financiers s'est effondré du jour au lendemain. Le prêt pour le véhicule de luxe de Thatcher est tombé en impayé. Au bout de 30 jours, des agences de recouvrement agressives ont commencé à appeler la maison sans arrêt. Une semaine plus tard, une dépanneuse est arrivée dans l'allée à 3 heures du matin et a saisi son cher SUV pendant qu'il dormait. Au départ, Thatcher a essayé de maintenir sa façade arrogante. « Je vais régler ça avec la banque la semaine prochaine », disait-il à une Laura Leigh paniquée. Mais la réalité froide et dure du système de crédit américain était sans pitié. Le capital pour la boutique de Laura Leigh s'est entièrement tari. Ses fromages importés ont pourri, les étagères à vin se sont vidées, et comme elle ne pouvait plus payer ses fournisseurs d'avance, sa chaîne d'approvisionnement a été coupée. Elle a été contrainte de verrouiller les portes et d'accrocher une pancarte, fermée pour rénovation, pour cacher sa honte. Callahan, l'enfant chéri, a commencé à paniquer lorsque le service financier de son université a envoyé un avis définitif de désinscription pour défaut de paiement des frais de scolarité du semestre. Il a confronté son frère dans le salon.
Thatcher, c'est quoi ce bordel avec mes frais de scolarité, a demandé Callahan en brandissant la lettre menaçante. Thatcher, se frottant le visage fatigué avec ses deux mains, a grogné, attends ma prochaine paie, Cal. Je vais gérer ça. La date limite c'est vendredi, frérot, et ta paie ne va pas couvrir 40 000 $. Laura Leigh, assise sur le canapé en buvant un verre de vin bon marché, a surpris la dispute. Elle a sorti un carnet et une calculatrice et a commencé, pour la première fois de sa vie, à additionner leurs dépenses mensuelles. Prêt hypothécaire, taxes foncières, assurance, services publics, courses, voitures, scolarité. Plus elle calculait, plus son visage devenait pâle. Les chiffres étaient étourdissants. C'est à ce moment précis que la terrifiante vérité lui est enfin apparue. Le revenu de Thatcher ne couvrait même pas le strict minimum de leur survie. Pendant 3 ans, la vie opulente et confortable qu'elle pavanait devant ses amis était financée exclusivement par la femme qu'elle avait traitée comme une paysanne. Et loin avait été le barrage retenant les eaux de la crue. Laura Leigh s'éterne lentement vers Thatcher, la voix tremblante, est-ce vrai? Est-ce qu'Éloin gagnait vraiment autant d'argent? Thatcher a détourné le regard, fixant les lattes du sol où l'ordinateur portable avait été fracassé. Il a difficilement dégluti. Oui. Les yeux de Laura Leigh se sont grandis d'horreur. Alors pourquoi au nom de Dieu l'as-tu laissé partir? La question a frappé Thatcher comme un coup physique. Il n'avait aucune réponse. Pour la toute première fois, sa mère ne me blâmait pas. Elle retournait sa colère directement contre son fils préféré. Les semaines suivantes ont été un cauchemar de survie pour eux. Ils ont dû commencer à liquider leurs biens juste pour manger. D'abord, l'immense télévision OLED de 80 pouces du salon a été vendue sur Facebook Marketplace. Puis le PC de jeu coûteux et la guitare électrique de Callahan. Mais les quelques milliers de dollars qu'ils ont récoltés équivalaient à jeter un verre d'eau sur un feu de forêt déchaîné. La maison de ville, autrefois un lieu de rire et de confort arrogant, était désormais saturée d'une tension toxique. Les disputes étaient incessantes. Callahan hurlait sur Thatcher en le traitant d'incapable qui avait ruiné ses études. Thatcher hurlait sur Laura Leigh en la traitant de parasite ayant détruit l'ordinateur qui m'avait poussé à partir. Laura Leigh pleurait hystériquement, pleurant la mort soudaine et violente de son statut social. Pendant ce temps, à des kilomètres de là dans un bureau élégant du centre-ville, j'ignorais tout de leur chute spectaculaire. Je les avais totalement coupés de ma vie, les retirant de mes amis sur toutes les plateformes et bloquant chaque connaissance commune. Le passé était trop traumatisant pour y revenir. Mon seul objectif était de ressusciter ma propre vie. Cependant, le destin n'avait pas fini de jouer ses cartes. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une nouvelle qui allait modifier toute la trajectoire de ma vie professionnelle et forcer la famille de Thatcher à réaliser que la femme qu'ils avaient jetée était bien plus puissante qu'ils ne pourraient jamais le concevoir. 3 jours après avoir complètement coupé les ponts, un camion de livraison FedEx s'est arrêté devant l'immeuble de Serafina. Un livreur a monté un carton massif et lourd dans les escaliers, adressé directement à mon nom. J'ai signé le reçu, les mains légèrement tremblantes. À l'intérieur de la mousse protectrice se trouvait un MacBook Pro haut de gamme toutes options, accompagné d'une configuration à double écran, d'un clavier mécanique et d'un casque premium. Posée sur l'ordinateur se trouvait une enveloppe blanche, épaisse et élégante. Je l'ai ouverte. La lettre à l'intérieur provenait de l'équipe exécutive des RH et de mon CTO, et loin, l'entreprise vous a fourni ce nouveau matériel. Ne vous précipitez pas pour coder. Prenez le temps dont vous avez besoin pour guérir et retrouver votre sérénité. Nous connaissons votre valeur et nous savons que vous reviendrez plus forte que jamais. J'ai relu ces lignes dactylographiées encore et encore jusqu'à ce que les mots se brouillent. Je me suis assise sur le sol de Serafina et j'ai pleuré. En 3 ans de mariage, mon propre mari ne m'avait jamais demandé comment je me sentais. Pourtant, un groupe de cadres dirigeants à des centaines de kilomètres de là me traitait avec un niveau de respect et d'empathie profond et renversant. Cet après-midi-là, je me suis connecté à une réunion Zoom avec mon patron et l'équipe d'ingénierie senior. Dès que ma caméra s'est allumée, mon patron a souri chaleureusement. C'est incroyablement bon de vous voir, et loin. J'ai hoché la tête, ressentant une bouffée de culpabilité. Je suis tellement désolé que le déploiement ait échoué. Je sais combien d'argent était en jeu. Il a immédiatement levé la hand pour m'arrêter. Vous n'avez pas échoué, et loin. Je l'ai regardé, complètement confuse, mais le dépôt n'a pas été envoyé.
Les fichiers n'ont pas été téléversés. C'est vrai, a-t-il dit en se penchant vers sa caméra. Mais notre équipe de cybersécurité a extrait les journaux et a également révisé la transcription audio du micro ouvert de votre salle Webex, qui enregistrait encore le son de la pièce avant que le matériel ne soit détruit. Mon cœur a cessé de battre. Vous avez entendu? Il a hoché la tête, son visage devenant sombre et sérieux. Le micro était en direct. Nous avons entendu les cris. Nous avons entendu les abus verbaux de votre belle-mère. Nous avons entendu la destruction physique de l'ordinateur portable avant que la connexion ne se coupe brutalement. Il a marqué une pause, me laissant assimiler la réalité. Vous n'avez absolument pas à vous excuser, et loin. Vous étiez dans un environnement violent. Ce n'est pas votre faute. Le rocher lourd et suffocant de culpabilité que je portais dans la poitrine s'est dissous instantanément. Puis il a partagé son écran, affichant un document officiel de l'entreprise. Nous avons révisé vos métriques, vos envois de code et votre leadership lors des réunions d'équipe ces 18 derniers mois. À compter du 1er du mois prochain, vous êtes officiellement promu au poste de chef d'équipe principal senior. Cela s'accompagne d'une augmentation de salaire de 30% et d'une attribution d'actions. J'étais totalement pétrifié. Les autres ingénieurs de la réunion ont réactivé leur micro pour applaudir et présenter leurs félicitations. Je ne sais pas quoi dire. Merci, ai-je étouffé, les larmes aux yeux. Non pas pour le titre ou l'argent, mais parce qu'enfin j'étais jugé sur mon intellect et mon éthique de travail sans relâche, et non sur ma soumission à l'ego d'un homme. Les semaines suivantes ont donné l'impression que j'étais entré dans un univers parallèle. Je suis passé à un rôle hybride, travaillant depuis la magnifique tour du centre-ville de Chicago de l'entreprise quelques jours par semaine. Chaque matin, je franchissais les portes coulissantes envers le cœur léger. Il n'y avait plus de cris. Personne n'exigeait que j'arrête d'analyser l'architecture des données pour aller frotter une cuvette de toilette. Pendant les pauses déjeuner, mes collègues m'invitaient dans des bistrots branchés du quartier du Lop. Nous parlions de voyage, de technologie, d'art et d'avenir. J'écoutais simplement, m'imprégnant de tout comme une éponge. Je n'avais pas été dans un environnement aussi chaleureux et stimulant sur le plan intellectuel depuis des années. Un mois plus tard, la notification familière est apparue sur l'écran de mon iPhone, virement reçu. J'ai fixé le chiffre massif sur l'écran. Pour la première fois, personne ne me mettait la pression en exigeant le transfert. Personne ne se tenait au-dessus de mon épaule pour me dire que cet argent ne m'appartenait pas. Je me suis assise à mon bureau, un sourire lent et rayonnant s'étalant sur mon visage. Puis j'ai fait quelque chose qui était autrefois impossible, j'ai transféré une grande partie de cet argent sur un compte d'épargne à haut rendement uniquement à mon nom. J'ai utilisé le reste pour signer le bail d'un magnifique appartement moderne d'une chambre à Lincoln Park avec vue sur les gratte-ciel de la ville. Ce n'était pas un manoir tentaculaire. C'était un espace modeste, une chambre douillette, une kitchenette élégante et un petit balcon. Mais pour moi, cet appartement était infiniment plus luxueux que la maison de ville de plusieurs millions de dollars dont je m'étais échappé, parce qu'ici, l'air m'appartenait. Lors de ma première nuit dans le nouvel appartement, j'ai acheté un beau bureau debout en chêne. J'ai installé mes écrans, placé quelques petites plantes succulentes près de la fenêtre et je me suis assise dans mon fauteuil ergonomique, contemplant mon domaine. Il n'y avait pas d'œuvre d'art coûteuse sur les murs ni de meubles de designer, mais chaque objet dans cette pièce avait été acheté avec de l'argent que j'avais gagné avec mon propre cerveau et mes propres mains. Ce soir-là, je n'ai pas commandé de repas coûteux à emporter. Je suis allé dans la cuisine et je me suis préparé un simple plat de pâtes artisanales à l'huile d'olive, à l'ail et au parmesan. Je me suis assise seul à une petite table près de la fenêtre, regardant les feux arrière des voitures en bas. Je jure que ce simple bol de pâtes avait un goût 1000 fois plus riche et plus satisfaisant que n'importe quel dîner de traiteur que j'avais eu avec une famille qui ne me considérait que comme un distributeur de billets humains. Quelques jours plus tard, Serafina est venue boire un verre de vin pour la pendaison de crémaillère. Elle a fait le tour de l'appartement, savourant l'atmosphère sereine et calme. Elle s'étorne vers moi, un grand sourire aux lèvres. C'est la première fois en 3 ans que je te vois véritablement en paix. J'ai répondu par un sourire en faisant tourner le vin rouge dans mon verre. C'est parce que je vis enfin pour moi-même. Serafina a hoché lentement la tête, son expression devenant pensive. Tu sais quoi? Les gens ne réalisent la vraie valeur de ce qu'ils ont que lorsque c'est définitivement parti. Je n'ai pas répondu, car au fond de moi, je savais qu'elle avait absolument raison.
Je m'en fichais simplement de savoir quand ou si la famille de Thatcher apprendrait un jour cette leçon. Mon objectif n'était plus de les regarder souffrir. Mon objectif était de m'assurer que je ne me laisserais plus jamais entraîner dans cet abîme sombre. J'ignorais totalement que, pendant que ma vie fleurissait enfin, le destin orchestrait méticuleusement une rencontre que je n'aurais jamais pu prédire. Une rencontre qui forcerait Thatcher à ravaler chaque mot arrogant et haineux qu'il m'avait adressé. 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit où j'étais parti dans le froid. Ma vie était méconnaissable. En tant que chef d'équipe principal senior, mes responsabilités dépassaient le codage. J'étais désormais fortement impliqué dans la stratégie d'entreprise, ce qui inclut l'évaluation des intégrations technologiques de nos prestataires tiers et sous-traitants logistiques afin de décider si leur contrat serait renouvelé pour le prochain exercice fiscal. Cela exigeait une objectivité brutale. J'évaluais les entreprises en me basant sur des données, des temps de fonctionnement, le respect des SLA et des métriques de livraison, pas sur des émotions. Un lundi matin d'avril, l'assistante administrative de mon département est entrée dans mon bureau d'angle et m'a remis un dossier épais. Et loin, l'évaluation annuelle des prestataires pour nos sous-traitants logistiques du Midwest est prévue à 13 h aujourd'hui dans la salle de réunion A. J'ai ouvert le dossier. Sur la toute première page, le logo et le nom du principal sous-traitant logistique me faisaient face. C'était un nom d'entreprise que j'ai reconnu instantanément. J'ai froncé les sourcils, suivant le logo en relief avec mon doigt. N'est-ce pas la firme de chaîne d'approvisionnement où Thatcher est directeur régional? J'ai laissé échapper un grand élan soupir. Je n'avais pas entendu son nom depuis un demi-an. Je n'avais pas passé une seule seconde à vérifier son LinkedIn ou à me demander comment sa vie s'était effondrée. Pour moi, il était un fantôme d'une vie passée. J'ai refermé le dossier, mon expression totalement neutre. Merci. S'il vous plaît, assurez-vous que la salle de réunion soit prête et que l'équipement audiovisuel fonctionne. Juste avant 13 h, je suis entré dans l'immense salle de réunion aux parois de verre au 40e étage. J'ai pris place à la tête de la longue table en acajou, entouré de 2 de mes analystes seniors. Étalés devant moi se trouvaient les rapports de performance accablants du prestataire. Quelques minutes plus tard, les lourdes portes en verre se sont ouvertes. Une équipe de 4 hommes en costume est entrée. Je ne me suis pas redressé immédiatement, continuant de prendre des notes sur mon iPad. Mais lorsque les hommes se sont approchés de la table, les pas de l'homme en tête se sont brusquement arrêtés net. J'ai levé les yeux. Thatcher se tenait au milieu de la pièce. Tout le sang s'est instantanément vidé de son visage, le laissant semblable à un cadavre fraîchement exhumé. Ses yeux étaient exorbités, balayant follement la pièce, comme si son cerveau échouait complètement à traiter la réalité de me voir assise sur le siège du pouvoir absolu. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas eu un sourire narquois. Je n'ai pas montré une once de colère ou de rancœur. Je l'ai simplement regardé avec le professionnalisme poli et vide qu'on réserve à un inconnu complet, puis j'ai replongé mon regard sur ma tablette. Thatcher est resté pétrifié, la bouche bée. L'un de ses collègues, confus par cet arrêt soudain, lui a donné un coup de coude dans les côtes, et mec, assieds-toi. Se déplaçant comme une marionnette en bois mal articulée, Thatcher a trébuché jusqu'à une chaise et s'y est effondré, sans jamais détacher ses yeux de moi. Tout au long de l'évaluation, j'ai mené la réunion d'un ton ferme et autoritaire. J'ai traité tous les prestataires exactement de la même manière. Je leur ai demandé de présenter leur rapport trimestriel, d'expliquer leur goulet d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement et de proposer leur stratégie d'optimisation pour l'année à venir. Quand est venu le tour de l'entreprise de Thatcher de présenter, l'atmosphère est devenue incroyablement lourde. Thatcher était désigné comme l'intervenant de son équipe. Lorsqu'il s'est levé, ses mains tremblaient visiblement. Il a trébuché sur ses mots. Il a perdu le fil de ses diapositives PowerPoint. Il a sué à travers le col de sa chemise. Je me suis adossé à mon fauteuil en cuir, joignant les mains, et j'ai écouté sans une pointe de pitié. Lorsqu'il a enfin terminé sa désastreuse présentation en âge, j'ai ouvert le rapport d'audit compilé par mon équipe. Merci pour votre présentation, messieurs, ai-je dit, ma voix résonnant clairement dans la pièce. Cependant, mon équipe a identifié de graves problèmes systémiques dans votre chaîne opérationnelle. Passons les données en revue. J'ai énuméré les défaillances méticuleusement, une par une, des retards chroniques dans les expéditions de matériel de serveur, un pic massif de 40% de stock manquant, un échec constant à respecter nos contrats de niveau de service strict pendant 3 trimestres consécutifs.
Chaque métrique provenait directement de leurs propres données de journalisation. Je n'ai pas exagéré un seul chiffre. Je n'avais pas besoin d'inventer quoi que ce soit pour les détruire. Leur propre incompétence faisait le travail à ma place. Thatcher fixait simplement la table en acajou, les épaules effondrées dans une défaite totale. Il savait. Il savait que je lisais à travers sa façade, mais plus important encore, il savait que j'étais une professionnelle qui ne laisserait pas des vendettas personnels entacher ma réputation. Je n'en avais pas besoin. Les données étaient une sentence de mort pour leur contrat. La réunion éreintante a duré plus de 2 heures. Lorsque la session de questions-réponses s'est enfin terminée, je me suis levé en lissant le devant de ma veste. Merci à tous pour votre temps. La décision finale du comité exécutif concernant le renouvellement des contrats sera communiquée officiellement d'ici la fin de la semaine. Les prestataires ont remballé leurs mallettes et ont commencé à quitter la pièce. Je suis resté en arrière un moment pour rassembler mes notes. Alors que je me tournais vers la porte, une voix faible et enrouée a résonné dans la salle vide. Et loin. Je me suis arrêté et me suis retourné lentement. Thatcher se tenait à quelques pas de là. Il avait l'air radicalement différent de l'homme arrogant et bombé du torse que j'avais quitté 6 mois plus tôt. Il avait perdu au moins 10 kilos, et pas de manière saine. Son costume coûteux flottait sur sa silhouette. De larges cernes sombres meurtrissaient la peau sous ses yeux et ses cheveux étaient négligés. L'aura d'invincibilité était complètement brisée. « As-tu un moment pour parler ?» a-t-il demandé, la voix brisée. J'ai vérifié la Rolex à mon poignet, un cadeau que je m'étais offert avec ma première prime. J'ai exactement 5 minutes avant ma prochaine réunion. Nous sommes sortis dans le hall de réception calme et baigné de soleil. Nous nous sommes tenus près des baies vitrées donnant sur la rivière Chicago. Pendant un long moment, le seul son était le bourdonnement du système de climatisation. Thatcher ne savait clairement pas comment combler l'immense canyon entre nous. Je n'avais aucune idée que tu travaillais ici, a-t-il enfin balbutié. Ou que tu étais directrice. J'ai fait un bref hochement de tête imperceptible. C'est une promotion récente. C'était douloureusement embarrassant. Il se noyait, cherchant une bouée de sauvetage. Il a baissé les yeux vers ses chaussures en cuir éraflées. Je veux m'excuser auprès de toi, et loin. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste regardé les bateaux naviguer sur la rivière en bas. J'avais tort, a-t-il murmuré, la voix tremblant d'une vraie douleur. J'avais tellement tort. J'aurais dû t'écouter cette nuit-là. J'aurais dû l'arrêter. Pour la première fois depuis notre rencontre, Thatcher assumait ses responsabilités. Mais debout là à l'écouter supplier, je ne ressentais absolument rien. Aucune satisfaction, aucune envie soudaine de pleurer. Les excuses pour lesquelles j'aurais vendu mon âme il y a 6 mois me semblaient désormais aussi inutiles qu'un parapluie dans un ouragan. C'était juste beaucoup, beaucoup trop tard. Je t'écoute, Thatcher, ai-je répondu, ma voix totalement dénuée d'émotion. Il a levé les yeux, le regard suppliant. Tout s'est effondré, elle. La maison étant pressaisie. La boutique de ma mère a fait faillite et sa santé décline à cause du stress. Callahan a abandonné la fac parce que nous ne pouvions pas payer les frais de scolarité, et mon travail. Si nous perdons ce contrat avec ton entreprise, je suis viré. Je me noie. Je ne l'ai pas interrompu. Je ne lui ai pas offert de mouchoir. Sa vie, sa mère, son frère, il n'était plus ma responsabilité. Il ne l'était plus depuis longtemps. Thatcher a laissé échapper un souffle rauque. J'ai été un imbécile. Je viens seulement de réaliser à quel point j'étais complètement dépendant de toi, de ton argent, de ta bonté. Je me suis enfin tourné pour le regarder droit dans les yeux. Mon regard était froid comme la glace. Tu n'étais pas dépendant de moi, Thatcher. Tu étais simplement habitué à voler ce qui ne t'appartenait pas, et tu t'étais convaincu que c'était ton droit divin. Tu pensais que mon travail n'existait que pour alimenter ton ego. Les mots l'ont frappé comme un coup physique. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Il n'avait aucune défense parce qu'il savait que c'était l'absolue et indiscutable vérité. Pendant des années, il avait traité mon argent comme un droit de naissance, malgré le fait que je ne le lui avais jamais donné de plein gré. J'avais simplement été extorqué pour me soumettre. Un léger tintement de ma montre connectée a brisé le silence. Ma réunion suivante commençait. J'ai fait un pas en arrière.
Je dois retourner travailler. J'avais à peine fait 2 pas que sa voix désespérée a fendu le hall calme. Et loin, attends. S'il te plaît. Je me suis arrêté et j'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. S'il te plaît, a-t-il supplié, des larmes coulant cette fois sur ses cils. S'il te plaît, ne résilie pas le contrat de mon entreprise. Si tu le fais, je vais tout perdre. Est de la misère pour nous. Je l'ai fixé pendant un long moment silencieux. Je n'ai pas souri et je n'ai pas eu de sourire moqueur. J'ai simplement asséné la vérité avec une précision chirurgicale. Le sort du contrat de ton entreprise n'a absolument rien à voir avec l'échec de notre mariage, Thatcher. Il dépend entièrement de la qualité abyssale du travail que vous fournissez. Vous avez échoué aux critères de performance. Je ne compromettrai pas l'intégrité de mon entreprise pour te sauver des conséquences de ta propre incompétence. Sur ce, je me suis retourné et j'ai marché le long du couloir de verre, sans jamais me retourner. Derrière moi, Thatcher se tenait pétrifié près de la fenêtre, totalement anéanti. Et pour la toute première fois de sa vie choyée, il a vraiment compris ce que l'on ressentait lorsqu'on est rejeté et jugé sans valeur par quelqu'un que l'on contrôlait autrefois. 2 semaines plus tard, la phase d'audit et d'évaluation intensive a été officiellement finalisée. Mon équipe d'ingénierie, aux côtés du département financier, avait épluché chaque contrat SLA, chaque registre d'expédition et chaque rapport de latence. J'étais présente à chaque discussion exécutive, mais le verdict final n'a jamais été le mien seul. C'était une décision unanime prise uniquement sur la base de données factuelles, de fiabilité et de responsabilité d'entreprise. Le vendredi matin, la salle de réunion a été une fois de plus remplie de représentants des différentes entreprises logistiques. L'air était lourd de tension. Des millions de dollars de contrats d'entreprise étaient en jeu. Je me tenais à la tête de la table, ouvrant le dossier de synthèse relié en cuir. La période d'évaluation est terminée. Je tiens à vous remercier tous pour votre participation à ce processus rigoureux. La pièce était d'un silence de mort. On aurait pu entendre une mouche voler. J'ai commencé à lire la liste. Plusieurs entreprises ont vu leur contrat renouvelé avec les félicitations. Quelques-unes ont été placées sous une période d'essai stricte de 90 jours. Et puis je suis arrivé à la firme de Thatcher. J'ai baissé les yeux sur le papier, pris une inspiration et parlé clairement. Sur la base d'un examen complet des métriques de performance des 3e et 4e trimestres, notre comité exécutif a décidé que nous ne renouvellerons pas notre contrat de logistique et de chaîne d'approvisionnement avec votre entreprise pour l'exercice fiscal à venir. Un hoquet collectif de stupeur a parcouru les représentants de la firme de Thatcher. Thatcher, assis au dernier rang, a simplement fermé les yeux et laissé tomber sa tête sur sa poitrine. Il savait que la hache du bourreau arrivait, mais entendre la lame tomber en public restait un coup fatal. J'ai passé les 10 minutes suivantes à exposer calmement les données irréfutables qui avaient conduit à la résiliation, les retards massifs, les quotas non atteints, les violations des protocoles de sécurité des données. C'était un assassinat clinique et irréfutable de leurs compétences professionnelles. Il n'y avait pas la moindre brèche leur permettant d'invoquer un parti pris personnel. Une fois la réunion levée, les cadres effondrés ont remballé leurs affaires et sont sortis en murmurant des chuchotements paniqués. Je suis resté à la table pour organiser mes dossiers. Mon assistante a passé la tête par la porte. Et loin, il y a quelques personnes qui vous attendent dans la zone de réception. Ils disent que c'est urgent. J'ai froncé les sourcils. Faites-les entrer. Un instant plus tard, les portes en verre se sont ouvertes. Thatcher est entré, mais il n'était pas seul. Sur ses talons, ressemblant à des réfugiés brisés, se trouvaient Lorelei et Callahan. Je me suis figé, les mains posées à plat sur la table en acajou. C'était la première fois que je les voyais depuis cette nuit horrifique dans la maison de ville. La transformation chez Lorelei était choquante. On aurait dit qu'elle avait pris 10 ans en 6 mois. La posture hautaine et aristocratique avait disparu. Ses épaules étaient voûtées. Les rides profondes autour de sa bouche étaient gravées par un stress permanent. Et ses yeux, qui brûlaient autrefois d'un feu arrogant, étaient ternes et creux. Elle a fait un pas lent et traînant vers la table. Et loin, a-t-elle enroué, sa voix tremblant violemment. Je n'ai pas bougé d'un pouce. Je l'ai simplement regardée. La femme qui s'était donnée pour mission dans la vie de briser mon esprit. Soudain, ses genoux ont dérobé. Avant que Thatcher ou Callahan ne puissent la rattraper, Lorelei s'est effondrée sur la moquette. Elle a joint les mains,
les tendant vers moi dans une posture de supplication désespérée et absolue. Je suis venu te supplier de me pardonner, a-t-elle sangloté, le son résonnant fort dans l'immense salle de réunion. L'air dans la pièce est devenu totalement immobile. J'ai fixé la femme qui avait hurlé que ma carrière n'avait aucun sens. Désormais, elle ne possédait même plus le courage de lever le menton pour me regarder dans les yeux. Ce que je t'ai fait cette nuit-là. Ce que je t'ai fait pendant 3 ans, c'était maléfique, a-t-elle pleuré, des larmes coulant sur son visage ridé, ruinant son maquillage. Je n'ai réalisé à quel point j'étais cruel que lorsque Dieu m'a tout enlevé. Je pensais que l'argent serait toujours là. Je pensais que tu n'aurais jamais la force de nous quitter. J'avais tellement tort. J'ai écouté ses gémissements sans l'interrompre. Je n'ai pas ressenti une bouffée de triomphe, seulement une profonde et lourde tristesse face à leur caractère pitoyable. Puis Callahan a fait un pas hésitant vers l'avant. Il a baissé les yeux vers ses baskets. Elle. Je suis tellement désolé moi aussi. J'étais un gosse égoïste. Je continuais juste à prendre ton argent pour la fac, la bière et les jeux vidéo, et je n'ai jamais pensé une seule fois à quel point tu travaillais dur pour le gagner. Je suis vraiment désolé. Sa voix était à peine un murmure. Le silence s'est à nouveau étiré. Enfin, Thatcher a fait un pas en avant. Il a glissé la main dans la veste de son costume et en a sorti une enveloppe manille épaisse et gonflée. Il l'a posée délicatement sur le bord de la table de conférence. J'ai vendu ma montre. J'ai vendu un tas de trucs en ligne, a dit Thatcher, la voix brisée. Ce n'est pas beaucoup, et loin. C'est exactement $3000. C'est le remboursement pour le MacBook que ma mère a détruit. Je sais que ça ne répare rien, mais s'il te plaît, prends-le. J'ai baissé les yeux sur la grosse enveloppe remplie de billets de $100. Il s'était probablement affamé pour rassembler cet argent. J'ai relevé les yeux vers Thatcher, mon expression sereine, et j'ai lentement secoué la tête. Je ne veux pas de ton argent, Thatcher. S'il te plaît, a-t-il supplié en rapprochant l'enveloppe. Laisse-moi réparer ça. Tu ne peux pas, les jeux interrompus, ma voix douce mais empreinte d'acier. Un MacBook détruit peut être remplacé en 24 heures avec une carte de crédit. Mais la dignité et le respect de soi que toi et ta famille avez violemment piétiné pendant 3 ans. Vous n'avez pas assez d'argent au monde pour racheter ça. Aucun d'entre eux n'a osé parler. Ils sont juste restés là à encaisser la vérité absolue de leurs actes. Pendant des années, je me suis tué au travail, ai-je poursuivi en regardant directement Lorelei à genoux sur le sol. Pas parce que j'étais avide, pas parce que je voulais être riche. Je voulais juste être aimé. Je voulais être traité comme une épouse, une fille, un être humain. Au lieu de cela, vous m'avez regardé et vous n'avez vu rien d'autre qu'une machine lourde conçue pour imprimer des billets pour votre style de vie somptueux. Les sanglots de Lorelei sont devenus plus forts, résonnant contre les parois de verre. Et loin, s'il te plaît, reviens. S'il te plaît, rentre à la maison. Je jure devant le Dieu Tout-Puissant que ce sera différent. Tu ne lèveras plus jamais le plus petit doigt dans la maison. Thatcher a baissé la tête, des larmes gouttant sur sa cravate. Je le jure, elle. Nous pouvons recommencer à zéro. Ton argent est ton argent. Je ne te demanderai plus jamais un centime. S'il te plaît, reviens vers moi. J'ai regardé les 3 personnages, un mari brisé, une belle-mère effondrée, un frère humilié. Si ce scénario exact s'était produit il y a 6 mois, je me serais probablement effondré sur le sol avec eux, pleurant des larmes de joie. J'aurais cru chaque promesse désespérée qui tombait de leurs lèvres. Mais la femme qui se tenait dans cette salle de réunion d'entreprise n'était plus la fille fragile et terrifiée qui vivait dans leur maison de ville. Cette version d'Eloin était morte. Un petit sourire triste a touché mes lèvres. Je vous pardonne. Les 3 têtes se sont redressées d'un coup, une lueur d'espoir désespérée et aveuglante éclairant leurs visages baignés de larmes. Thatcher a même fait un demi-pas en avant, mais leur soulagement n'a duré qu'une seconde exacte avant que je ne finisse ma phrase, mais vous pardonner ne signifie pas que je reviendrai un jour. L'espoir dans leurs yeux s'est instantanément éteint, remplacé par la réalité creuse et agonisante d'une perte totale. Certaines blessures peuvent guérir, ai-je dit doucement en ramassant mon iPad. Mais la confiance est comme du verre brisé. Une fois que vous l'avez pilée sur le sol, elle ne peut plus jamais être rassemblée. J'ai tendu la main et j'ai lentement fait glisser la lourde enveloppe d'argent à travers la table en acajou jusqu'à ce qu'elle touche la main de Thatcher. Garde cet argent.
Tu en as bien plus besoin pour survivre que moi. J'ai pris ma mallette. Avant de franchir les lourdes portes en verre, je me suis arrêté une dernière seconde et j'ai regardé en arrière cette famille qui avait autrefois été mon monde entier. La prochaine fois que l'univers vous bénira avec quelqu'un qui se soucie sincèrement de vous, n'attendez pas de l'avoir complètement détruit pour réaliser sa valeur. Je suis sorti de la salle de réunion et j'ai laissé les lourdes portes se refermer hermétiquement derrière moi. Je ne me suis pas retourné. Je n'entendais plus leurs sanglots. Le seul son était le claquement assuré de mes talons sur le sol en marbre. Pour la toute première fois depuis que ce cauchemar avait commencé, je savais avec une certitude absolue que j'avais gagné. Non pas parce que je m'étais vengé, non pas parce que je les avais vus souffrir. J'avais gagné parce que j'avais enfin cessé de laisser des gens misérables et brisés dicter ma valeur. Après cet après-midi mémorable dans la salle de réunion, je n'ai plus jamais revu Thatcher, Lorelei ou Callahan. Je me suis profondément installé dans ma nouvelle routine. Je me levais tôt, j'allais courir le long du sentier du bord de lac, je prenais un latte et je me rendais au bureau. Le soir, je retournais dans mon sanctuaire de Lincoln Park, m'asseyant sur le balcon avec une tasse d'infusion, regardant les lumières de la ville s'allumer contre les eaux sombres du lac Michigan. Ma vie était d'une simplicité merveilleuse, mais chaque jour était imprégné d'une paix profonde et inébranlable que je n'avais jamais connue pendant mon mariage. Je ne sursautais plus lorsqu'une porte claquait. Je ne ressentais plus de pic d'adrénaline aux jours de paix. Ce chapitre de ma vie était définitivement clos. Quelques mois plus tard, Serafina est passée à mon bureau pour déjeuner. Nous avons pris des salades dans un traiteur en bas et nous sommes assises dans la plaza ensoleillée. Au milieu de son repas, Serafina a sorti son téléphone. Et, elle. J'ai croisé ton ancienne voisine de banlieue dans un café ce week-end. J'ai pris une bouchée de ma salade et je me suis contenté d'offrir un léger sourire poli. Serafina a soupiré doucement. Ils ont perdu la maison de ville. La banque l'a officiellement saisie le mois dernier. Ils ont dû vendre presque tout ce qu'il y avait à l'intérieur aux enchères pour couvrir les frais de justice. J'ai juste hoché la tête, le visage calme. Et la mère de Thatcher? Serafina a hésité, observant attentivement ma réaction. On dit qu'elle vit dans un minuscule studio délabré du côté d'Ohre. Elle fait des biscuits et des tartes dans sa cuisine et les vend sur une table pliante bon marché près de la gare juste pour payer son loyer. J'ai avalé ma nourriture et essuyé ma bouche avec une serviette. Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas ressenti une bouffée de joie sadique, ni de pitié. Quand j'étais parti au début, je passais mes nuits éveillées à fantasmer sur le moment où il souffrirait et regretterait ce qu'il m'avait fait. Mais maintenant que ce moment était arrivé, la réalité semblait complètement vide. Ce n'était pas satisfaisant. C'était juste un gâchis tragique de potentiel humain. Tout était arrivé trop tard pour avoir de l'importance. Environ 3 semaines après ce déjeuner, le téléphone de mon bureau a sonné. C'était la réceptionniste du hall. Et loin, il y a une visiteuse ici qui vous demande. Elle n'a pas de rendez-vous, mais elle insiste beaucoup. Supposant qu'il s'agissait d'un vendeur persistant, j'ai pris l'ascenseur jusqu'au grand hall. Mais dès que les portes coulissantes en argent se sont ouvertes, mon cœur a raté un battement. Assise seule au fond de la zone d'attente confortable se tenait Lorelei. Elle était méconnaissable. Elle portait un manteau en laine bon marché et délavé, effiloché au poignet. Ses cheveux, autrefois coiffés à la perfection chaque semaine dans un salon haut de gamme, étaient gris, cassants et tirés en arrière par une pince désordonnée. Son visage était émacié, la peau pâle et épuisée. Lorsqu'elle m'a vu approcher, elle s'est pratiquement levée d'un bond, serrant un sac à main usé contre sa poitrine. Et loin, a-t-elle murmuré, la voix brisée. Je me suis arrêté à quelques pas, maintenant une distance professionnelle. De quoi as-tu besoin, Lorelei? Tu ne devrais pas être ici. Elle n'a pas répondu tout de suite, ses mains tremblaient violemment alors qu'elle fouillait dans la poche de son manteau. Elle en a sorti une minuscule pochette en velours délavé et l'a tendue vers moi. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé en fronçant les sourcils. Ouvre-le, s'il te plaît, a-t-elle supplié, des larmes montant instantanément dans ses yeux cernés de rouge. À regret, j'ai pris la petite pochette et j'ai desserré les cordons. Je l'ai renversé et un lourd bracelet en or massif 24 carats a glissé dans la paume de ma main. Je l'ai reconnu instantanément. C'était un bijou de famille. Lorelei le portait tous les jours. Elle avait l'habitude de se vanter qu'il valait une petite fortune et qu'elle ne l'enlèverait jamais, au grand jamais.
J'ai fixé l'or qui captait les lumières du hall, puis je l'ai regardée, totalement confuse. Pourquoi me donnes-tu cela? Elle a secoué la tête rapidement, essuyant ses larmes de ses joues creuses. Je ne te le donne pas. Je veux l'utiliser pour payer ce que j'ai fait, pour expier mes péchés. J'ai immédiatement replacé le bracelet dans le sac en velours et j'ai serré les cordons. J'ai fait un pas en avant et j'ai repoussé fermement la pochette dans ses mains tremblantes. Mes cicatrices ne peuvent pas s'acheter avec de l'or, Loraleigh, ai-je dit doucement mais fermement. Elle s'est effondrée, sanglotant doucement dans ses mains au milieu du hall d'entreprise. Je sais. Je sais que c'est impossible. Je ne sais juste plus quoi faire pour te prouver que je suis tellement désolé. Je brûle dans un enfer que j'ai moi-même créé, et loin. J'ai refermé mes mains sur les siennes, la forçant à garder le bijou. Garde-le. Tu dois payer ton loyer. Tu dois acheter de quoi manger. Si tu as besoin de médicaments, cet or te fera bien plus de bien qu'il n'en fera jamais à moi. Elle a pleuré plus fort, ses épaules secouées de spasmes. C'était surréaliste. La matriarche tyrannique et cruelle, qui avait régné sur son foyer d'une main de fer, qui se croyait pratiquement de la royauté, était complètement écrasée sous le poids de son propre remords. Elle a essuyé son visage avec la manche effilochée de son manteau, me regardant à travers ses larmes. Et loin, j'ai passé 3 ans à te répéter que l'argent d'une épouse appartient à la famille de son mari. J'étais tellement aveugle. Il a fallu que je perde tout ce que je possédais pour réaliser que la chose la plus précieuse que tu aies apportée dans ma maison n'était pas ton salaire. C'était ton cœur pur et pardonneur. Une douleur fantôme sourde a pincé ma poitrine. Pendant 3 années agonisantes, j'aurais fait n'importe quoi, donné n'importe quoi pour qu'elle reconnaisse mon humanité, pour qu'elle admette ma valeur. C'était l'ultime tragédie qu'elle ne trouve ses mots que lorsque le pont entre nous était déjà réduit en cendres. Je lui ai fait un hochement de tête lent et triste. Merci de dire cela, Loraleigh. Elle m'a regardé, ses yeux fatigués cherchant sur mon visage la moindre rancœur restante, mais il n'y en avait pas. Es-tu heureuse maintenant, a-t-elle murmuré. J'ai regardé autour du magnifique hall, j'ai pensé à mon appartement calme, à mes collègues bienveillants et à l'absolue liberté qui m'appartenait. J'ai souri, et le sourire a atteint mes yeux. Oui, je suis très heureuse. Loraleigh a offert un sourire tremblant et brisé à travers ses larmes. C'est tout ce qui compte. Tu le mérites. J'ai demandé à la sécurité de l'escorter jusqu'à la rue. Je suis resté près des portes en verre et j'ai regardé sa silhouette petite et frêle s'éloigner d'un pas traînant sur le trottoir animé de Chicago jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la foule. Je ne me suis pas retourné par haine. Je me suis retourné parce que ma vie avançait désormais exclusivement vers l'avant. Ce soir-là, alors que je rangeais ma mallette pour rentrer chez moi, mon téléphone a vibré sur le bureau. Une notification de courriel est apparue de la part du vice-président exécutif des opérations, félicitations, et loin. Le conseil d'administration a officiellement approuvé votre élévation au poste de directrice de l'architecture logistique mondiale. Effet immédiat. Je me suis assise seule dans mon bureau d'angle, lisant les mots sur l'écran, un doux sourire dessinant mes lèvres. Sans même m'en rendre compte, une seule larme a glissé sur ma joue. Mais ce n'était pas une larme de tristesse. C'était une larme pour le fantôme de la fille terrifiée et épuisée que j'étais autrefois. La fille qui cédait l'intégralité de ses revenus de toute une vie juste pour être considérée comme une bonne épouse. La fille qui frottait les sols après avoir écrit du code brillant juste pour éviter de se faire hurler dessus. Cette fille avait disparu pour toujours. À sa place se tenait une femme qui avait enfin appris la leçon la plus dure et la plus vitale au monde, aimer une famille où n'importe qui d'autre ne devrait jamais vous demander de sacrifier votre propre dignité. Je suis sorti de l'immense gratte-ciel de verre juste au moment où le soleil commençait à se coucher, jetant de magnifiques marbrures de violet et d'or à travers le ciel du Midwest. Le vent frais soufflait depuis le lac Michigan, fouettant mes cheveux autour de mon visage. J'ai pris une profonde respiration à plein poumon de cet air froid, j'ai souri et j'ai murmuré au vent, je suis enfin chez moi. Pas dans une maison de ville toxique en banlieue, pas auprès d'un homme qui me voyait comme un actif, mais chez moi, avec moi-même. Et au final, c'était la revanche la plus belle et la plus dévastatrice de toutes. Ils avaient perdu la femme qui serait restée loyalement à leur côté jusqu'à la fin des temps. Et moi, en retour, j'avais enfin gagné une vie qui valait vraiment la peine de se battre.